Quand je vois les volontaires, 5 volontaires de la petite tribu de Hodé. 5. Mais c'est beaucoup. Parce que il y a bien quelque chose qui les pousse. À partir du moment en 1915 où le Parlement voit qu'il y a énormément de pertes, on n'arrivera pas à avoir le nombre à la fois de soldats mais d'ouvriers aussi dont la France a besoin. En étant enfant, on discutait beaucoup plus en termes de confidence avec nos tantes dans la case. Elle parlait d'un certain grand-père qui était parti. On disait qu'il était parti à la guerre, c'était le temps de l'indigénat. On a finalement compris le pourquoi de leur engagement. Il les a conseillés. Lui, c'était le pasteur il faut aller aider la France, à défendre la France, tout ça. Et c'est comme ça que les gens venaient à Dollevant pour se porter volontaire. En lisant en particulier les sermons des prêtres, en lisant tout ce que disait le pasteur Lénard, eh bien, ils ont été énormément encouragés par les pasteurs, par les prêtres, les curés. À leur retour, les soldats indigènes ne sont plus les mêmes. Ils ont découvert la France et ses grandes villes, et pour certains, fait la dure expérience des combats modernes. Ils réalisent que leur vie sous le régime de l'indigénat peut et doit changer. C'est le début d'une prise de conscience. Je m'appelle Émile Teyene Ouabet. Je suis le petit-fils de Ouabet, qui lui-même est le grand frère du soldat Kalepo. Quand on enlève ça, 3 sur une population d'une 60aine, voire moins, de Tiga, c'est quand même une forte proportion de la partie vive de l'île de Tiga qui disparaît. Et donc ces 3-là, c'était 3 jeunes. Les 2 autres sont revenus, mais ont vraiment eu des conséquences graves de leur séjour pendant la Première Guerre mondiale. Hein. Sachant qu'avec toutes ces horreurs, ils ont eu des séquelles. Hein, Un compte-rendu d'une réunion du Conseil général du 17 décembre 1917 relate une proposition de M. Unger. Des tirailleurs indigènes sont revenus de la métropole bien malades. Je me suis laissé dire qu'ils ont été renvoyés dans leur tribu, où ils sont complètement délaissés et restent sans soins. Je demande que ces indigènes soient soignés, que l'administration leur envoie de temps en temps des vivres, quelques douceurs, afin de leur montrer qu'ils ne sont pas oubliés dans leur tribu. Cette mesure aurait sur les Kanaks un effet moral appréciable. Il est juste aussi que ceux qui sont revenus malades à cause du climat d'Europe ne soient pas délaissés. À la suite d'échanges fructueux, le Conseil, à l'unanimité, vote un crédit de 1000 francs destiné à venir en aide aux tirailleurs indigènes réformés. 1000 francs d'alors équivalent à peu près à 270 000 francs de nos jours. Ah voilà, c'est retourné. Ça c'est la photo à Samuel. Il allait au nickel, il travaillait au nickel. Avant de partir, on leur avait promis d'être libérés, de ne plus considérer comme la seconde classe, quoi. On ne sait pas comment ça s'appelait à l'époque, mais ils n'ont pas obtenu la qualité de citoyen français. C'est ce qu'on leur avait promis. Et quand ils sont revenus, ils ont retrouvé... ils ont regagné leur tribu. La plupart sont rentrés à Lifou. Dans un premier temps, les Kanaks doivent rentrer en tribu, puisqu'ils sont toujours sous la domination de leur chef. Et puis petit à petit, les Kanaks qui ont eu des formations, comme la formation d'infirmier, ou bien des formations de typographe, vont revenir sur Nouméa avec une autorisation spéciale, hein, puisque c'est encore le régime de l'indigénat, et bien entendu, ils n'ont pas la liberté de circuler. Et c'est là que va s'assouplir cette partie des lois de l'indigénat, où la liberté de circuler va être rétablie pour les anciens combattants. Tu vois, de vieux Néron, là. Moi, j'ai enseigné dans sa tribu à Wailou. J'ai vécu avec lui. Il m'a raconté un peu
Le retour, lui, il est retourné en Ouaraï. Il était chef de Ouaraï. Puis il a ouvert une école. Alors moi, je suis parti pour enseigner dans sa tribu. Puis je vivais avec lui, je mangeais avec lui. Oui, il a retrouvé le même phénomène qu'avant son départ. Achoma Néron, infirmier sur le front, rentre et fonde une école à Wailou. D'autres tirailleurs ont acquis des compétences à la guerre qui leur ont permis de travailler en rentrant. Un premier pas dans l'assouplissement du régime de l'indigénat. Il y a tout un tas de petites professions comme ça, mais qui les amènent, qui les conduisent dans le monde économique européen. Alors, ils sont infirmiers dans les nouveaux dispensaires, ils sont plantons, ils deviennent patrons-pêcheurs. Il y a toute une économie nouvelle qui se met en place et non pas dirigée par les colons comme ça pouvait être le cas autrefois, mais par des anciens combattants, mais après leurs enfants, voilà. Donc c'est tout un état d'esprit nouveau qui va naître dans la colonie, à la fois du côté des Kanaks, mais aussi admis ou non, du côté des colons. Les Kanaks sont encore soumis au régime de l'indigénat. Contrairement à l'opinion répandue, ce n'était pas un code, mais un ensemble hétéroclite de lois et de règlements, édités par les gouverneurs successifs pour contrôler les populations indigènes. Le moindre déplacement doit être signalé. Ils n'avaient pas le droit de quitter leur circonscription sans justifier d'un travail. Leur était aussi interdit l'entrée dans les cabarets, la nudité hors des tribus, la circulation après le coucher du soleil dans les villages européens, ou les pilou-pilou et réjouissances bruyantes, etc., etc. Si ces règlements n'étaient pas respectés, ils risquaient des sanctions appliquées par l'administration. J'ai entendu des choses par mes parents qui étaient des conséquences, entre guillemets, de ce qui se produisait du temps de l'indigénat. La circulation des gens, des Kanaks en ville, c'était impossible. Il y avait comme des couvre-feux. Et maman me disait que, et ça je l'ai ressenti très fort quand on est allé à la fête, une des cérémonies de la fête nationale. J'étais encore petit garçon, donc moi je suis né en 59, ça devait être les années 60, 65, je ne me rappelle plus l'année. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'on marchait pour aller, on se rendait au lieu particulier et maman était insultée. Je savais que le but de maman et papa, c'est qu'on aille voir l'armée, honorer les soldats dans l'arrière-pensée de mon grand-oncle, en fait. Et ce jour-là, où j'étais seul avec maman, j'ai senti peut-être ces relents d'une ancienne époque. Parce que quand même, ils pouvaient circuler. Ça m'a fait mal, quoi. On ne circulait pas nous-mêmes comme ça. Il faut demander l'autorisation parce qu'il faut attendre le coup de canon du 8 h du soir. Quand des coups de canon, il ne faut plus sortir. Si on est chez le voisin, on dort chez le voisin. Il ne faut plus sortir. Papa est l'aîné des enfants de grand-père Ouabet, l'aîné qui n'est pas parti à la guerre, la Première Guerre mondiale. Et donc, il avait un rôle important de venir sur Nouméa, de trouver du travail et d'apporter un soutien à ceux qui étaient sur Tiga. Il a aussi une responsabilité de chef de clan, puisqu'il est l'aîné de tous mes oncles et tantes. Il y avait des choses qu'il pouvait faire qu'il ne pouvait pas faire, et qui étaient le résultat de cette fameuse période de l'indigénat où les Kanaks n'étaient pas considérés comme... Ils n'étaient pas du tout des citoyens. Alors, c'est mon grand-père qui m'a élevé. Voilà son épouse. Et ça, c'est la fille du grand chef, Boula, de l'époque, qui vivait avec nous. On a beaucoup de facilité parce qu'on avait le grand chef qui vit chez nous. Alors là, on a le reçu de Pécan, mon grand-père. Il y a le numéro de reçu, il y a le nom de l'impôt. Ils sont soumis à un impôt de capitation, impôt unique qui leur est propre
représentant leur participation au budget de la colonie. En plus de cet argent, ils devaient fournir des jours de corvée obligatoires. Rien n'était simple, même percevoir sa paye nécessitait beaucoup d'organisation. Quand le patron payait l'employé qui a signé le contrat, par exemple, là, ici, c'est mon grand, c'est Pécan, il faut le payer devant le chef des affaires indigènes, qui doit signer, qu'il a vu, verser selon le contrat, qu'il doit toucher tant par mois. Et après, il y a la part du grand chef dedans, qu'il faut donner en même temps. Et c'est le chef des affaires indigènes qui transmettait au chef sa part. Les chefs de tribu qui auront fourni les engagés recevront sur ce salaire une prime d'engagement égale au 10e du salaire alloué à chaque engagé pendant la durée de l'engagement. Le montant de cette prime sera retenu au moment du règlement des salaires par l'engagiste, à Nouméa par le commissaire de l'immigration et dans les arrondissements par les syndics de l'immigration. Le patron envoyait à chaque grand chef, par l'intermédiaire du chef des affaires indigènes, qu'il avait besoin d'un couple ou un célibataire pour travailler. Et la personne recrutée par le grand chef, qui accepte le contrat, il vient à Nouméa, il va trouver le patron, et puis le patron, ensemble, vont aller voir le chef des affaires indigènes, qui lui délivre le carnet pour recevoir à chaque période son kilo de pain, son kilo de sel, tant de riz, et puis toutes ces journées de visite. Et c'est comme ça que, chez le chef des indigènes qui signe le contrat, que ça y est, M. Ducasse a employé M. Pécan avec sa femme, mais ce n'est pas le même contrat. Il faut un contrat pour lui et un contrat pour elle. C'est pour ça que ce n'est pas le même. Ici, c'est Pécan seulement. Les Loyalsiens ont toujours, enfin je pense, depuis très très longtemps, travaillé dans les familles nouméennes comme domestiques. Ça reprend dans l'entre-deux-guerres. C'est des choses qui ne vont pas changer comme ça du jour au lendemain. Quand tu prends mon grand-père, le vieux Pécan, et Dounoué, le fait qu'ils ont été engagés à cette époque, en 1920, bon. Et quand je vois sa vie avec le vieux Ducasse, parce que le vieux Ducasse était l'ancien propriétaire de la Pointe-Magnin. Mon grand-père, il était fermier là-bas. Il a été embauché de l'IFO pour être fermier là-bas. C'est lui qui a planté les cocotiers là-bas à la Pointe-Magnin. Bon, quand M. Ducasse a eu des problèmes avec la justice, eh bien, grand-père l'a défendu. C'est pour ça qu'il a revendu, pas revendu, mais il a cédé à Magnin la Pointe pour sauver sa situation, et grand-père a témoigné pour lui. Ça veut dire que dans son comportement, il me dit je ne vais pas faire ça à celui qui m'a mis. Je suis devenu un homme avec le vieux. Lui, il a appliqué l'indigénat, mais c'est son affaire. Moi, j'ai pas. Non, il m'a fait du bien, la preuve, M. Ducasse l'a gardé jusqu'à sa mort. Il est mort en 65 seulement. Même quand tu vois on voit sur notre vie, notre comportement, nous, parce qu'on n'a pas beaucoup connu ça, l'indigénat. Nos parents, nos grands-parents, oui, mais pas nous. Nous, on a subi les conséquences parce qu'on était des gosses. Mais après, on a vite oublié. Parce que moi, je vais à l'école avec des enfants européens. Maintenant, je travaille avec des médecins, des juges, mais qui ont, eux, connu aussi l'indigénat, leur papa. Mais avec les enfants, on a tout oublié. Tu vois, on n'a pas gardé. C'est une autre génération. C'est beaucoup plus tard. Wailou, 28 décembre 1919. Les tirailleurs du Pacifique des districts de Wailou à Monsieur le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et dépendance.
nous avons l'honneur de vous exposer la présente demande, tendant à vous demander que quelle sera notre condition après la démobilisation et quels sont les avantages que nos tribus, par nos sacrifices, ont acquises. Le grand-père Calépo, il est parti à la guerre, il n'était pas citoyen français. C'était une promesse que l'on lui avait faite, qu'on leur avait tous fait, d'avoir quelques biens en retour. Je ne sais pas pour l'ensemble des autres, mais semble-t-il, on leur avait promis des biens et la citoyenneté. Mais ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Les gendarmes qui étaient recruteurs avaient dit aux hommes, vous serez des citoyens, on vous rendra vos terres. Parce qu'à l'époque, c'était les gendarmes qui se chargeaient de la citoyenneté. Et en Calédonie, c'était eux qui étaient envoyés dans les tribus pour faire les registres, pour faire les déclarations. C'était à eux qui se chargeaient de ce qu'on appelait à l'époque l'indigénat. Mais au retour, ils ont retrouvé encore le même phénomène. Parce que quand ils sont partis à l'IFO, ils ont retrouvé le même. Ils ont pas été libérés. Libérés dans le sens d'être indigènes, quoi. Concession de terrain. La question des terres à céder aux poilus qui en feront la demande est des plus intéressantes. Nous avons fait quelques démarches afin que les camarades qui auraient l'intention de se fixer à la terre soient avantagés et que des lots de terrain leur soient concédés à titre gratuit par l'administration. Il nous a semblé que la colonie pouvait faire ce geste vis-à-vis de ses enfants, qu'il avait représentés dignement sur les fronts. L'aspect discriminatoire qui existe quand même entre les Européens mobilisés et puis les tirailleurs qui étaient volontaires, c'est que les tirailleurs kanaks ont constamment réclamé de la terre, puisque finalement le gros problème de la colonisation, c'est le foncier. L'État ne leur a pas promis de leur donner de terre, mais dans la mesure où l'État va distribuer des terres aux anciens combattants européens, eh bien, les Mélanésiens vont demander la même chose. Nous connaissons tous une lettre du grand chef Nestlin adressée à monsieur le gouverneur le 6 mars 1916. Le gouverneur alors lui a dit qu'il répondra après la guerre. Nous ne savons pas que les Loyalsiens aient eu une réponse jusqu'à présent. Cette lettre dit notre pensée à tous. Nous vous demandons, monsieur le gouverneur, de nous faire naturaliser français ou de nous dire quelle loi vous nous donnez pour ne pas nous obliger à rester toujours dans le même commandement de sauvagerie dans quelques tribus. Nous voulons que cette lettre de Wailou s'applique naturellement dans toute la colonie et Loyalty, parce que nous sommes tous d'accord là-dessus avec les autres tirailleurs. Nous vous prions d'agréer, monsieur le gouverneur, l'expression de notre respectueux dévouement, Achoma Néron. Le président des anciens combattants, qui s'appelle monsieur Jourdain à l'époque, là dans le début des années 20, va entreprendre des actions auprès du ministère des anciens combattants, auprès du ministère des colonies, pour que cet avantage foncier qui a été donné aux Européens le soit de la même manière aux Kanaks. Le problème étant que pour les Européens, eh bien, on va leur donner des terrains qui sont des terrains de l'État. Pour les Kanaks, le vrai problème, c'est le problème de la réserve. Eux, ils dépendent d'une réserve qui est inaliénable, incommutable, incessible. Et on leur répond, vous avez des terres sur vos réserves et votre grand chef peut vous donner un terrain en toute propriété. Il peut le faire, il en a. Mais pour que cette facilité-là soit accordée aux anciens combattants, eh bien, il va falloir une bonne dizaine d'années, on peut dire. Quand on regarde dans les registres, les premières attributions, c'est autour des années 30. Je remercie tout d'abord toutes les grandes institutions, le département, qui a permis à mon arrière-grand-père, parce que nous sommes la 4e génération, à le rapatrier sur son île natale.
la citoyenneté française, je la vis au travers du sacrifice du soldat Calépo. Parce que si j'ai un grand respect pour les symboles de la République, ben c'est au travers de son sacrifice. Parce que je me dis qu'il a quand même donné sa vie pour une certaine idée de la liberté du monde, pas seulement de la liberté de la France. Et peut-être qu'en partant, il n'avait pas ces notions-là, mais qu'au fur et à mesure de ses interventions, de son combat, de ses fréquentations aussi entre compatriotes, je dis compatriotes de Nouvelle-Calédonie, et de ceux qu'il a rencontrés, forcément, il a dû apprendre, parce que c'était tout un apprentissage d'une nouvelle culture, une adaptation au climat rude de la métropole en cette époque-là, et puis les horreurs de la guerre, tout simplement. Alors, moi, je pense que déjà, la guerre a été un vecteur de prise de conscience de beaucoup de choses, aussi bien chez les Européens que chez les Kanaks, mais peut-être plus, justement, chez les Kanaks, parce que dans leur société, qui était vraiment très fermée, il y avait beaucoup de choses dont ils n'avaient pas forcément conscience et qui, d'un seul coup, leur sont apparues d'une évidence totale. Quand je vois ma vie avec M. Ducasse, quand je me suis marié, ben, M. Ducasse, il m'a offert un cadeau magnifique parce que c'était pour récompenser la fidélité de mon grand-père. Tu vois? Il lui a même acheté un bateau à voile. Et c'est ce bateau à voile que nous avons dirigé pendant 8 ans, grâce à Ducasse. Ça veut dire que pour eux, l'indigénat, c'est le passé. Ils n'ont pas gardé des choses, tu vois. Au contraire, entre eux, il y a un lien plus concret que l'histoire de l'indigénat. Oui. La Nouvelle-Calédonie a beaucoup changé depuis l'époque de l'indigénat. Ces dernières années, ces 30 années qui ont fait suite à l'accord Matignon et l'accord de Nouméa, moi j'ai vécu tout ça. J'ai toujours dit que mon grand-père, il a vécu le destin commun. Que ce soit dans sa vie avec ses compatriotes, les soldats d'alors, ils ne regardaient pas, ils n'avaient qu'un seul ennemi. Combien de 11 novembre je suis parti sur la place Birakem et que je versais des larmes et que je lisais des poèmes que j'avais moi-même écrits pour dire au grand-père, je n'étais pas oublié, grand-père. Même le 11 novembre de l'année précédant son retour, j'étais parti, mais je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver l'année après. Mais c'était mon dernier mot, j'étais là devant la stèle. Et j'étais étonné un jour en regardant la stèle avec les noms des soldats morts à la guerre, que juste à côté, vraiment parallèle au nom Calépo, il y avait mon prénom, Émile. Alors, il y avait peut-être un soldat, un frère d'armes, Émile, qui était mort en ce temps-là, mais pour moi, c'était comme un signe. Et je me suis dit, il ne faut pas baisser les bras, il faut aller jusqu'au bout. Et aujourd'hui, je suis heureux. Ça provoque une paix intérieure pour nous qui sommes là, qui sommes présents à cette cérémonie de retrait des restes mortels du grand-père. Certainement, il y a un chemin vers une paix intérieure pour nous qui sommes là, mais pour nous qui savons que la guerre a été terrible, qu'il est mort dans des conditions terribles. C'est une mort vraiment horrible, que la guerre, rien ne peut justifier la guerre, mais tout peut justifier qu'il vienne dormir chez lui, qu'il vienne se reposer enfin dans son île natale. Il restera toujours quelque chose de tout ça. D'ailleurs, dans le linceul dans lequel il a été enveloppé, il y a un bout de terre du département de l'Aisne. Il y a un peu de la terre d'ici qui part avec lui, qui sera enterré à Tiga. Il y a un lien qui se fait entre deux pays différents,
mais qui ont combattu pour une cause commune. Et on parle souvent en Nouvelle-Calédonie de destin commun. Mais nos vieux ont travaillé le destin commun, ils ont vécu cela bien avant nous. Ça semble un terme nouveau, un terme politique, mais nous, nos vieux l'ont fait. Ils ont combattu ensemble, ils jouaient au foot ensemble pendant les périodes de repos. Il y en a même qui enseignaient le cricket tel qu'on le fait dans les îles Loyauté aux soldats qui étaient... Ce sont des rapports d'historiennes comme Mme Boyer, Ismet Kurtovic, et tous ces Jean-Christ Kewe qui nous ont aidés à comprendre le contexte. We